Thierry Dimbourg, directeur du CREAI Nouvelle-Aquitaine. Je ne pense pas qu'on doive encore présenter le CREAI, ni ses missions. L'idée aujourd'hui, c'est de revenir sur un outil qui avait déjà été créé pour l'ancien dispositif qui s'appelait déjà Arsène. Et donc là, M. Dimbourg se propose de vous présenter toujours cet outil, mais revu à l'aune du nouveau dispositif. Voilà. Dans l'idée d'une auto-évaluation, mais peut-être plus. Je ne sais pas s'il y a d'autres modèles. Voilà. Très bien, merci beaucoup de me permettre de vous présenter ces éléments. Donc on va vous... Arsène a une histoire. C'est l'histoire du réseau national des CREAI, finalement, dans la mesure où, dès 1997, on a commencé à s'intéresser à ces histoires d'évaluation, avant même que les choses soient structurées, obligatoires, etc. Et donc, au moment où le CNESM, donc l'ancêtre de la NESM, se met en place, on met en place en même temps une méthode et un outil qui s'appelait Périclès à l'époque, permettant de conduire les évaluations, les auto-évaluations. Le mot n'a pas arrêté de changer. À l'époque, c'était auto-évaluation. Après, on est passé par évaluation interne et maintenant, de nouveau, auto-évaluation des structures du champ social et médico-social. Donc c'était un outil qui avait un très grand intérêt parce que c'était le premier finalement, donc c'était le premier permettant de conduire une démarche structurée autour de ces questions d'évaluation, et en même temps il avait les défauts d'être le premier sans doute, c'est-à-dire de vouloir embrasser de manière large l'ensemble des structures avec une ergonomie de l'outil qui n'était pas idéale, et donc il a connu plusieurs évolutions au cours du temps. Et puis, au moment où les nouvelles démarches d'évaluation se mettent en place, on avance pas mal sous l'outil pour l'informatiser. Et à l'époque, on a un problème, on a un problème de marque. On s'aperçoit que la marque Périclès n'avait jamais été déposée par l'ANCREAI à l'époque, et qu'un réseau d'agences immobilières avait développé un outil informatique qui s'appelait Périclès. Donc on a reçu un courrier sympa d'un avocat nous expliquant que c'est fini, vous n'avez plus le droit de l'utiliser. En parallèle, en Nouvelle-Aquitaine, le CREAI Nouvelle-Aquitaine s'était autosaisi d'une question qui était l'évaluation des EHPAD. À l'époque, au moment où on commence à travailler là-dessus, il y avait un référentiel qui existait permettant de conduire l'évaluation des EHPAD, qui s'appelait le référentiel Angélique, mais qui, en réalité, se rapprochait plus d'un outil de certification relais château pour qualifier l'accueil et la bonne bouffe, mais voilà, qui, sur toute la question des droits, du respect, de l'accompagnement, et surtout sur l'intégration des recommandations de bonnes pratiques professionnelles qui s'adressaient aux EHPAD, il était très absent. Donc c'est à ce moment-là, moi, que j'ai développé un premier outil, à l'époque, qui s'appelait Arsène, qui ne visait finalement que l'évaluation spécifique des EHPAD. Et puis, Périclès n'ayant plus le droit d'exister, finalement, le réseau, et en plus, après analyse, on va dire, de la solution proposée en Nouvelle-Aquitaine, décide de reprendre et la marque et l'outil Arsène pour le développer au niveau du réseau national. Alors, le Arsène, donc on se situe bien dans ce qui n'a pas ou peu été évoqué finalement ce matin. C'est ce moment avant l'évaluation qui doit se mettre en place. Et donc c'est cette stratégie autour de ce qu'on appelle aujourd'hui l'auto-évaluation, mais que nous on préfère nommer une démarche d'amélioration continue de la qualité. En gros, l'évaluation c'est une étape importante, mais la qualité ne peut pas se résumer à bouger de fond en comble un établissement tous les 5 ans, redéposer un dossier et amener quelques preuves, et puis on oublie la qualité pendant 5 ans en attendant la prochaine évaluation. L'objectif, c'était vraiment d'en faire un outil du quotidien, également un outil de management par la qualité, et un outil qui permette aux structures de rentrer sereinement dans ces démarches d'évaluation, mais au-delà,
de pouvoir avoir quelque chose qui permette de suivre l'ensemble des démarches, de suivre la mise en œuvre des plans d'amélioration de la qualité et d'être en capacité à tout moment de rendre visibles les progrès réalisés à partir d'une évaluation initiale. Donc l'objectif, c'était de travailler sur l'ergonomie, la navigation. Il fallait absolument, parce que c'était la grande difficulté de Périclès préalablement, avoir un outil qui puisse être labile et qui puisse permettre une actualisation permanente, finalement. Donc, une nouvelle recommandation produite par l'HAS, un nouveau texte, un nouveau décret, etc., qui vient modifier les attentes en termes de qualité ou du service rendu. Ces éléments-là doivent pouvoir être intégrés le plus rapidement possible dans Arsène, de manière à ce que les utilisateurs aient toujours un cadre de référence qui vient évoluer en fonction des obligations réglementaires, légales ou des productions de l'HAS en termes de recommandations de bonne pratique. Bien sûr, il fallait un outil, alors moi ça a toujours été mon souci lorsque j'ai développé des outils numériques, c'est cette idée du bouton magique, voilà, c'est-à-dire qu'on rentre les éléments, on appuie sur un bouton, pam, on a notre rapport structuré, construit, etc. Je peux produire mon portefeuille de preuves, je peux, etc., etc. Donc, avec l'idée de pouvoir appeler rapidement ces éléments-là quand on en a besoin. Et puis, on a proposé également ce qu'on appelle un onglet bibliothèque. Alors là, c'est le réseau national des créailles qui s'en occupe. On a encore quelques documents, documentaristes, enfin, je sais pas, personnes qui s'occupent de la documentation dans le réseau, on n'en a plus beaucoup, mais il y a cette veille réalisée au niveau national qui permettent de nourrir un certain nombre de références structurantes pour l'ensemble des acteurs impliqués. Et puis naturellement, l'outil n'est rien sans l'accompagnement, la méthode et le sens qu'on y met. Donc effectivement, on a également structuré au niveau national toute une méthode d'accompagnement pour permettre... le but est également de rendre les structures les plus autonomes possibles dans ces démarches-là. C'est-à-dire que l'outil et la méthode mise en place, une fois que c'est implanté, normalement, il n'y a plus besoin de nous et les structures vont avoir la capacité de s'en saisir de manière tout à fait autonome et sur le long terme. Alors, quelques mots, quelques références, quelques éléments que j'ai voulu rendre visibles autour de ce qu'on porte. C'est donc inscrire cette méthode comme également un outil de management, c'est-à-dire qu'on a le sentiment aujourd'hui que c'est pas par l'argent et les salaires mirobolants qu'on offre à nos personnels qu'on va les accrocher, c'est par autre chose, et notamment par, la qualité des actions servies auprès de ces personnes, mais également la qualité de vie au travail. Et pour nous, il n'y a pas d'écart, finalement, entre la qualité de vie des professionnels et la qualité servie aux usagers ou aux personnes accompagnées. Donc, on voulait mettre en place un outil qui puisse également s'inscrire dans le temps. Bon, c'est très bien de sortir une photographie très précise de l'état de la qualité le 24 novembre 2023. Ce qui est intéressant, c'est où est-ce qu'on en est le 24 novembre 2025, 2024, 2025, 2026, etc. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, il y a une disposition de la loi HPST, donc 2009, ce qu'on appelle la loi Bachelot, qui a survécu aux modifications réglementaires et législatives avec le nouveau process d'évaluation. C'est ce fameux rapport, cette fameuse annexe au rapport annuel d'activité. C'est bien qu'on l'ait rappelé encore tout à l'heure, parce que très honnêtement, beaucoup de structures l'oublient. Alors peut-être qu'il n'y a que des bons élèves dans la salle, mais très honnêtement, je suis en peine de découvrir et de voir à chaque fois et de lire dans vos rapports d'activité annuels cette fameuse annexe qui rend visible ce qui s'est passé en matière de qualité
tout au long de cette année les actions mises en œuvre, les actions en cours, les actions réalisées, etc., etc. Et donc, ça, moi, ça, je l'avais bien entendu au moment où ça avait été mis en place. Et effectivement, l'architecture informatique permet, là encore, via un bouton magique, d'appuyer sur un bouton et de sortir tout ce qui s'est fait depuis une date choisie. Donc, depuis la dernière évaluation, depuis le dernier rapport d'activité, depuis, voilà. On va pouvoir extraire et ne rendre visible que ce qui a bougé en termes d'amélioration de la qualité. Donc on l'a dit, avec la volonté d'avoir un outil qui puisse s'actualiser en permanence et donc toujours rendre compte de la qualité au moment donné et pouvoir également inscrire tout ça dans un plan d'amélioration de la qualité, donc avec des objectifs qui peuvent être stratégiques et opérationnels et une capacité à pouvoir les suivre dans le temps et les rendre visibles. Alors, je vais insister sur 2-3 petits points parce que le but n'était pas non plus d'aller dans l'outil lui-même, mais simplement d'en montrer quelques éléments et quelques aspects en termes de méthode. Comment on fait pour travailler cette fameuse historicisation, tracer dans le temps ces évolutions. Chaque fois qu'on met en place un objectif d'amélioration, on va lui donner un statut en cours, et puis jusqu'au moment où il arrivera comme étant terminé. Ce jour-là, à ce moment-là, il y a une alerte du côté des utilisateurs pour dire « Attention, vous avez fini votre amélioration, mais cette amélioration, elle était en lien avec tel et tel et tel critère sur lesquels on avait repéré des éléments de non-qualité ou d'amélioration de la qualité. » Donc, on va être amené à retourner sur les critères qui ont nourri cette évaluation et à modifier leur statut. On peut espérer que l'amélioration réalisée va modifier l'état du statut. Et donc ce sont tous ces éléments-là qu'on va garder en mémoire pour permettre de rendre compte d'un moment à un autre les évolutions en termes de qualité. Et donc vous l'avez un petit peu sous forme d'illustration, même si ce n'est pas très parlant, mais bon, en même temps, c'est plutôt une forme de réalité qu'on a aussi. Il n'y a pas des sauts d'amélioration de qualité extraordinaires d'une année sur l'autre, mais on va avoir un état global de la qualité et une évolution, année par année, des points sur lesquels on a pu s'améliorer. Et donc, il y a cette fameuse production automatique de cette annexe au rapport d'activité qui va venir extraire tous les éléments qui ont connu des évolutions au cours de cette année. Autre outil qui s'est développé au cours dans le temps, finalement, c'est pour les structures gestionnaires qui gèrent X établissements, où là encore, on a choisi de mettre en place des outils qui permettent d'abord un pilotage au niveau du siège des actions de qualité mises en œuvre dans les différents établissements, mais également pouvoir avoir des outils de comparaison entre différentes structures travaillant sur un même public ou pas, et également de pouvoir impulser soit du benchmark entre structures, une piste d'amélioration d'un EHPAD va être mobilisée, on va dire utilisée par un autre EHPAD parce qu'on la trouve pertinente, mais ça peut être également une piste d'amélioration décidée depuis le siège et qui va prendre ses effets sur l'ensemble des structures sur lesquelles on souhaite que cette amélioration puisse avoir lieu. Et donc comme ça, on va avoir des outils de tableau de bord qui permettent de suivre ces actions entre différents établissements. Alors bien sûr, Martine l'a rappelé tout à l'heure, l'outil n'est pas resté, insensible aux évolutions majeures qu'on a connues au cours des 2 dernières années. Et donc, notre premier travail, finalement, la première réflexion qu'on a eue, c'est est-ce qu'il fallait changer complètement l'outil? C'était légitime, on avait un référentiel, il y a un nouveau référentiel qui arrive, est-ce qu'on oublie l'un et on prend l'autre? Finalement, on n'a pas fait ce choix-là. Alors, pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'on avait déjà à peu près 1 millier d'utilisateurs qui utilisaient Arsène dans une structure donnée. Et si jamais on passait sur un outil complètement différent,
Voilà, les gens, il n'y avait pas de reprise, il n'y avait pas de continuité possible entre leur démarche. Ils n'ont pas attendu le référentiel de l'HAS pour commencer à travailler à la qualité, mais en même temps, s'il n'y avait pas de lien entre les deux, c'était compliqué. Donc on a fait un autre choix. On a choisi de garder les entrées d'origine d'Arsène, donc les 5 grands domaines qui permettent de conduire l'évaluation, le projet, les droits et la participation des personnes, le projet personnalisé, l'établissement dans son environnement et toute la partie structure et organisation. Et à partir de ces entrées qui nous convenaient et nous permettaient d'avoir une vue à 360 du fonctionnement d'un établissement donné, on a mis en place des éléments de correspondance. Sur certains critères, on ne les a pas bougés parce qu'ils correspondaient finalement aux critères de l'HAS. Et puis, il y a eu un certain nombre de nouveaux critères qu'il a fallu intégrer ou de nouvelles manières de formuler un certain nombre de choses. Et donc, au final, on a un outil qui nous permet de rentrer dans un univers qu'on appelle l'univers Arsène avec ses 5 domaines, mais de produire les résultats, soit selon les entrées Arsène, soit selon les entrées du référentiel de l'HAS, et donc ça va permettre de produire de manière facilitée un rapport structuré, strictement conforme aux attentes d'un évaluateur qui viendrait dans l'établissement. Et donc on va comme ça avoir au final, on va produire au final 2 synthèses, donc la synthèse Arsène où au-dessus vous voyez les 5 domaines sur lesquels on conduit l'évaluation, et puis la synthèse en miroir HAS avec ces 3 entrées, la personne, les professionnels, le SMS. Et donc, quand on rentre, donc maintenant, désormais, il y a une sorte d'univers HAS, en quelque sorte, à l'intérieur d'Arsène, où on va rentrer par l'entrée HAS, donc par le triangle, donc c'est la synthèse globale, mais immédiatement, ils vont nous proposer un découpage selon les 3 grandes entrées du référentiel, et un travail complémentaire qu'on a fait, parce que comme vous le savez, il y a des thématiques, je crois qu'il y en a 9, il y a 9 thématiques au sein du... Mais ces thématiques sont transverses, c'est-à-dire qu'on va retrouver un critère de la thématique dans le 1, 2, 3 dans le 2, etc. Et donc, là, pour le coup, on a fait un gros travail sur les bases de données, finalement, pour permettre à la production, finalement, de rapports par thématique. Et puis, naturellement, on a également prévu un rapport par critères impératifs, de manière à ce que, donc voilà, on peut sortir la totalité du rapport, on peut choisir de sortir une thématique sur la question de la participation, des droits ou autre. On peut également sortir un rapport dédié uniquement à la mise en œuvre des critères impératifs. C'est le conseil qu'on donne aujourd'hui, notamment dans les premières phases d'évaluation, c'est d'être béton sur la partie impératif, et puis également de pouvoir avoir cette vue transverse sur la mise en œuvre d'un certain nombre de thématiques retenues par la HAS. Donc l'exemple d'un critère impératif tel qu'on va le retrouver dans Arsène, où on va à chaque fois avoir l'intitulé du critère HAS. À l'intérieur, on va retrouver le ou les items d'Arsène, c'est-à-dire qu'on peut avoir de temps en temps une référence HAS qui va être illustrée par un critère Arsène, et puis parfois, ça va être les mêmes, on va retrouver les mêmes mots. Dans d'autres endroits, on va retrouver une thématique ou une entrée HAS qui va être illustrée par un, 2 ou X critères existants dans Arsène. Donc un critère dans Arsène, il y a toujours une référence qui vient nourrir le contenu du critère, et en l'occurrence, dans beaucoup de cas, c'est la recommandation de bonne pratique, la plupart du temps, avec une capacité de pouvoir la cliquer et d'aller directement sur la page du site de l'HAS correspondant à cette recommandation. Et puis, on va avoir un certain nombre de questions posées dans un critère,
Et ces questions, selon la réponse qu'on leur donne, si c'est oui, ça va venir produire une phrase positive qui va être rangée comme élément qualité à conserver. Si on répond non, ça va produire une phrase négative rangée dans point d'amélioration à mettre en place. On va pouvoir nourrir ces éléments avec des éléments de contexte, de ce qu'on a pu trouver, de ce qu'on a pu récupérer dans l'établissement. Donc c'est ce qu'on appelle les constats, donc qui vont permettre de mieux éclairer éventuellement les écarts entre ce qui est attendu et ce qu'on met en place. Naturellement, on va pouvoir nourrir cette évaluation avec une ou plusieurs preuves de qualité qui viennent en appui de ce qu'on fait actuellement. Et puis si on repère un écart entre ce qu'on fait, ce qu'on nous demande de faire, et qu'on est capable de le rendre visible, on va pouvoir mettre en place une piste d'amélioration, un objectif opérationnel d'amélioration qui aura pour vocation de réduire les écarts et de faire passer en positif ce qui a été noté en négatif lors de l'évaluation. Une illustration de la différentes manières dont on va pouvoir produire du plan d'amélioration de la qualité. On va avoir des éléments avec à chaque fois des objectifs qu'on va pouvoir qualifier de stratégiques, en lien avec un ou plusieurs objectifs opérationnels, avec à chaque fois une date d'échéance qui permette de se projeter dans le temps sur la mise en œuvre de ces actions. Et puis, on va avoir des petits tableaux. Alors, il y a plein de manières dans Arsène d'illustrer finalement le plan d'amélioration de la qualité. On va utiliser celui avec lequel on se sent le mieux, sachant qu'en même temps, tous ces tableaux sont téléchargeables. Et donc, on peut, si on préfère utiliser un outil comme Excel, on va pouvoir importer toutes ces données dans Excel et reprendre ces éléments-là pour produire les tableaux dans la forme qui vous convient. Donc, à chaque fois, on a un titre d'une action, date de début, date de fin, le nombre de critères sur lesquels cette action d'amélioration va porter ses fruits, éventuellement le nombre de preuves qu'on va pouvoir produire à l'issue de l'amélioration, les priorités, donc là c'est une liberté totale du côté des managements, on propose de pouvoir ranger ces actions par priorité, mais on ne définit pas ce qu'est une priorité. Et donc on ne se mouille pas, nous, on met toutes les actions en priorité moyenne. Il y a 3 niveaux de priorité, on met tout en 2. Si les gens ne veulent pas l'utiliser, ils en restent là. S'ils veulent donner du sens à leurs actions selon les priorités, c'est à eux de donner ce sens. Par exemple, on décide que ce qui est le plus important, on va noter ça en priorité 1. Très bien. Ou on peut avoir un autre outil, on va dire, mais non, ce qu'on va faire, c'est que toutes les priorités à 1 an, on va les mettre en priorité 1, toutes les priorités à 3 ans, on va les mettre en priorité 2, etc. Ou, voilà. Le sens qu'on va donner à la priorité des actions du PAC, c'est d'abord à discuter, à déterminer au niveau des structures, et après on met en place ce qu'on a envie de mettre en place. Alors, ça c'est un point important, on essaie de désigner un pilote. Lorsque une action se met en place ou doit être suivie, c'est bien d'avoir un pilote, et moi je conseille plutôt d'avoir un pilote humain, c'est-à-dire une personne, un nom, plutôt que si on met service éducatif, c'est plus compliqué à pister et à suivre. Et puis à chaque fois, un curseur qui permet de rendre compte du niveau d'avancement, du niveau de réalisation de l'action, et de pouvoir avoir une vue comme ça rapide de l'état de mise en œuvre de ces actions. On a également une capacité à pouvoir le produire dans ce qu'on appelle un Gantt. Donc là, dès le moment où il y a des dates début, fin, ça va pouvoir s'inscrire dans un calendrier et dans de savoir un petit peu combien d'actions vont être réalisées en même temps. Est-ce qu'il va falloir décaler telle action parce qu'il va falloir faire celle-là d'abord et puis après on pourra faire celle-là. Donc voilà, ça permet d'avoir une vue synthétique différente du fonctionnement. Et on a une dernière manière de présenter ce plan qualité, c'est ce qu'on appelle le calligramme, où on va pouvoir avoir d'une part une mise en visibilité graphique, on va dire, des actions et des objectifs stratégiques, et également de toutes les actions opérationnelles avec un système de fenêtres qui vient s'ouvrir et qui vient rendre compte et rendre visible ce qui est prévu dans ces différentes actions. Alors, notre dernière innovation,
Alors je vous la présente aujourd'hui, mais c'est vraiment, on est en phase de développement. On en a beaucoup parlé ce matin, c'est la question des accompagnés traceurs et la question finalement du référentiel qui s'adresse non pas traditionnellement, comme toujours, comme la plupart, aux professionnels, mais qui viennent s'adresser directement à la personne. Et donc on s'est dit, on ne pouvait pas ne pas prendre en compte cette dimension-là dans Arsène. Et donc on a développé un outil. Alors, notre premier travail, ça a été de rendre accessible pour tout le monde les entrées du référentiel, y compris quand il s'adresse directement à la personne. Alors là, je ne veux pas être trop critique vis-à-vis de la formulation des critères, mais vous conviendrez, j'espère avec moi, que certains critères dans leur formulation telle qu'elle existe dans le référentiel peut parfois être un petit peu compliqué pour être accessible directement aux personnes et pour en tirer de l'information qui ait du sens. Parce que si interroger les personnes ne nourrit pas la démarche qualité et le plan qualité, on se demande à quoi ça sert. Donc, rendre accessible notamment via le FALC ces différentes entrées. L'autre objectif, c'était de pouvoir intégrer ça directement dans Arsène et que ça semble naturel dans le fonctionnement actuel. Donc là, on a développé un certain nombre d'éléments qu'on est en train d'expérimenter, donc avec l'idée de mettre à disposition ce qu'on appelle aujourd'hui une enquête qualité. Alors qu'on veut un petit peu séparer ou rendre différente d'une enquête de satisfaction, dans la mesure où cette enquête qualité a vraiment pour vocation, de rendre visible et de mobiliser directement la parole des personnes accompagnées dans le process d'évaluation, mais surtout de produire des éléments qui viendront nourrir directement le plan d'amélioration qualité élaboré par les professionnels, et donc avec un système de lien et de correspondance qu'il fallait travailler. Donc, comment ça se passe? Ça va, les établissements auront la possibilité de ce qu'on appelle lancer une campagne. J'ouvre une nouvelle campagne qui vient générer un lien Internet qu'on va envoyer, alors soit directement aux personnes. Je pense par exemple aux travailleurs dans un ESAT qui utilisent toute la journée leurs tablettes, leurs téléphones, leurs ordinateurs, là, et donc qui ont tous une adresse Internet. Ils reçoivent par leur adresse Internet le lien et ils vont rentrer dans ce processus de réponse au questionnaire. On a pensé également à d'autres modalités d'accompagnement qui pouvaient être soit dans un format collectif, soit dans un format accompagné pour recueillir la parole de la personne, mais sans qu'elle puisse, elle, directement ou seule, répondre au questionnaire. Donc le but étant à chaque fois Et donc comme vous le voyez, on va donner un exemple. La personne accompagnée est assurée que les choix qu'elle exprime sur son cadre de vie ou d'accompagnement sont pris en compte. Et donc, à l'intérieur, on s'est dit, parmi ces éléments-là, il y a une question souvent qui est importante et qui a du sens très fort en termes de qualité pour les personnes au quotidien, c'est les repas. Bon, alors, on a reformulé une première question qui est « Je suis satisfait des repas et de leur organisation ». Le but étant de dire que les gens puissent dire « je suis satisfait », pas du tout, plutôt... Mais l'objectif, c'est de nourrir l'établissement de ces éléments-là. Et donc, le but, c'est de mieux qualifier en quoi c'est bien ou en quoi c'est pas bien. Et à la fin, l'objectif, c'est de produire un rapport, donc on va reprendre item par item, de ce type-là. Je suis satisfait des repas et de leur organisation. Combien de personnes ont répondu oui? Combien de personnes ont répondu non? Et à l'intérieur de ces éléments-là, savoir que finalement, ce qui est gênant dans le temps des repas, ce n'est pas tant la nourriture,
on s'aperçoit qu'elle est plutôt... Mais ça va être les conditions d'accueil, le fait d'être obligé de manger avec quelqu'un avec qui j'ai pas envie de manger, de pas pouvoir choisir mes horaires pour manger, etc., etc. Donc le but, c'est que des éléments où les professionnels qui mangent la même chose que les usagers au quotidien, lorsqu'on leur pose la question en tant que professionnel, est-ce que la bouffe est bonne? Ils disent, bah ouais, je peux y répondre et je suis qualifié pour le faire. Par contre, si on pose la question aux usagers, l'objectif, c'est d'obtenir des éléments complémentaires pour améliorer non seulement ce temps de repas, mais toute l'organisation qui va avec, de façon à ce que certains éléments qui n'ont pas été visibles du côté des professionnels puissent apparaître par les personnes accompagnées pour améliorer, là encore, le plan qualité mis en place. Voilà, en quelques mots, le sens qu'on veut donner à nos actions. Donc je rappelle, nous, on a refusé, on a été fortement sollicité pour que le réseau des créailles rentre dans l'évaluation externe à l'époque. Donc nous, on l'a refusé, on l'a mis carrément dans notre cahier des charges en disant qu'on se refuse de rentrer dans la partie évaluation, parce que tout simplement, qui dit évaluation dit impact sur l'autorisation, etc. Et ça, on ne voulait pas rentrer là-dedans. Par contre, nous, notre boulot, c'est accompagner avant et après. Et faire en sorte que lorsqu'on se présente, ou lorsque l'évaluateur externe se présente dans l'établissement, les gens aient de la matière. Et de la matière par rapport à la connaissance des items présents dans le référentiel, mais surtout aient de la matière concrète pour dire voilà ce que je fais, voilà où j'en suis, et voilà les pistes d'amélioration sur lesquelles je suis effectivement au travail. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation complète et effectivement à jour d'un outil qui a beaucoup évolué, on le voit bien. Et je pense qu'il y a des réflexions, même si on ne va pas utiliser Arsène, on voit bien qu'il y a des réflexions qui peuvent aider une démarche telle qu'elle se mène en interne. Merci beaucoup.